Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Vincent Tardy et je vais vous présenter des travaux que j'ai réalisés quand j'ai réalisé un postdoc au sein du laboratoire Cartel. Et c'était des travaux qui ont été financés en partie par le pôle ECLA et avec comme partenaire donc, le laboratoire Cartel et le laboratoire Chrono-Environnement. Et donc, moi, je vais vous parler de l'ADN, mais alors vraiment de l'ADN d'un point de vue microbien. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, des exemples en tout cas de cet outil pour caractériser ces communautés-là dans des écosystèmes lacustres. Et mes travaux ils vont plutôt porter sur justement regarder les sources et la qualité de la matière organique dans les sédiments et leur influence sur les communautés microbiennes, mais aussi sur l'implication de la production de méthane dans un lac. Et ici, on s'est surtout intéressé au lac de Rémoré, que je vais vous présenter maintenant. Donc, je ne vais pas trop vous faire de contexte scientifique sur l'ADN, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, voilà le lac Rémoré, donc c'était notre site d'étude. Donc, c'est un lac qui est situé dans le Jura, en France. C'est plutôt un lac moyen, il a une superficie de 95 hectares, avec une profondeur maximum de 27 mètres. Donc, son bassin versant, il va être essentiellement composé de forêts et de zones agricoles. Et sur le pourtour du lac, on va retrouver des zones de tourbières, une petite zone urbaine aussi ici. Alors, pourquoi on s'est intéressé à ce lac? Parce qu'il y avait des travaux précédents, et notamment le travail de Bell en 2016, qui a montré qu'on avait une accumulation de la matière organique dans la partie la plus profonde du lac, et que cette accumulation de matière organique entraînait des phénomènes d'hypoxie que l'on avait chaque année. Donc, hypoxie, ça va être une diminution très importante de la concentration d'oxygène dissous, notamment dans la partie la plus profonde du lac. Et une période d'hypoxie qui est assez longue, puisqu'elle commence fin août et qui va se terminer début décembre avec le brassage. Donc, l'idée, c'était un peu de comprendre quelle est l'origine de cette matière organique et quels sont les processus d'accumulation de cette matière organique dans ce lac. Et moi, mon objectif, ça a été vraiment de caractériser l'origine et la quantité de la matière organique dans les sédiments. Et puis, je suis amené mon côté plutôt microbien en essayant aussi de caractériser la variation spatiale des communautés microbiennes sédimentaires, donc en utilisant des outils ADN. Donc, très rapidement, notre stratégie elle a été simple. En 2016, il y a eu une campagne d'échantillonnage qui a été réalisée. Au total, on a échantillonné donc, des carottes de sédiments, 44 carottes sur l'ensemble du lac. Et avec à chaque fois, on a prélevé 25 carottes en zone plutôt littorale, 18 en zone profonde et puis une carotte dans la zone la plus profonde du lac. Donc, on s'est intéressé dans ce travail-là à juste regarder le premier centimètre de sédiment déjà pour voir différents paramètres. Donc, des paramètres classiques comme le carbone, l'azote, le calcul du ratio C sur N. On a également aussi regardé la composition isotopique du carbone, donc delta 13C, des indicateurs plus spécifiques comme la concentration en caroténoïdes, donc qui est un pigment algal, des marqueurs de contamination fécale comme les 3-bêta-cholestane, donc qui est un marqueur un peu d'herbivorie, d'une activité herbivore. Et puis également sur ces centimètres, sur ce premier centimètre, on a extrait l'ADN et on a réalisé donc du metabarcoding 16S, donc 16S vraiment pour aller caractériser les communautés de bactéries et d'archées dans les sédiments. Sur ce travail-là, on a aussi utilisé une approche géostatistique. Étant donné qu'on a plusieurs points sur le lac, on a voulu essayer de faire une interpolation et créer des cartes comme ça de nos paramètres. Et ces cartes, ensuite, elles ont fait l'objet d'une partition de variance. En fait, on a essayé de créer un modèle pour essayer d'expliquer la variation de ces communautés de bactéries avec les paramètres liés à la matière organique que l'on a mesurés. Donc, voilà un peu les résultats de ce travail. Donc, ici, vous avez 6 cartes qui représentent des paramètres liés à la quantité et à la qualité de la matière organique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces cartes-là, mais ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, ça nous a permis de voir qu'on avait des apports, dans un premier temps dans le système, des apports alloctones au niveau des tributaires, parce qu'on avait donc un C sur N ici et un delta carbone, un delta de 13C, donc très faible, un C sur N très élevé, donc on avait plutôt une matière organique d'origine terrestre.
Et puis au niveau, au niveau du lac, du reste du lac, en fait, on avait plutôt des apports autochtones. Donc lié justement encore avec une matière organique qui a un ratio C sur N faible, et puis aussi avec la présence importante de caroténoïdes dans les sédiments. On a fait exactement la même chose avec, cette fois-ci, les communautés microbiennes. Donc, je ne vous présente pas tous les résultats sur les communautés microbiennes, juste les cartes qu'on a pu réaliser. Donc ici, vous avez, on va dire, les populations bactériennes les plus importantes au niveau du lac. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a observé différents schémas spatials. Un premier motif, en fait, où on va retrouver des populations vraiment sur le pourtour du lac, avec notamment une population, donc les cyanobactéries, qui représente énormément de séquences. À certains endroits, on est à plus de 50% des séquences d'ADN. On va avoir aussi des populations bactériennes qui vont plutôt se retrouver dans les zones profondes de ce lac, donc comme les Bacteroidetes, les Delta-Proteobacteria ou les Verrucomicrobia. Alors ça, dans la littérature, c'est plutôt des espèces qui sont associées justement à des environnements riches en matière organique, et elles sont aussi, on va dire, elles sont connues pour être des bonnes décompositions, enfin, pour être impliquées dans la décomposition, pardon, de la matière organique. Et puis, de façon plus spécifique, on a observé ici des espèces bactériennes qui se retrouvent vraiment exclusivement dans la zone la plus profonde du lac, et notamment donc, des bactéries qui sont affiliées au phylum des Chloroflexi. Donc, à savoir que c'est des bactéries en fait, qui sont anaérobies strictes, qui peuvent se développer qu'en l'absence d'oxygène. Et donc, ça montre bien justement ce phénomène d'hypoxie du lac, et puis enfin, voilà, ces conditions un peu du lac. Comme je vous l'ai dit, on a réalisé ensuite un modèle de partition de variance pour un peu expliquer les paramètres qui pouvaient influencer ces populations. Alors, on a utilisé ici la profondeur parce que c'était un paramètre qui a intégré plein d'autres paramètres physico-chimiques que l'on n'a pas mesurés, comme la température, la luminosité ou la pression. Et puis, quelques paramètres donc, qui étaient liés à la matière organique. Et ce qu'on observe, c'est que, sans surprise, en fait, la profondeur est un élément, est un facteur très structurant de nos communautés. Elle va expliquer des fois jusqu'à 80% de la variation de certaines populations. Mais on a aussi également des paramètres liés à la matière organique qui expliquent la variation de ces communautés-là. Donc, cette étude biogéographique, cette étude biogéographique nous a permis de montrer que finalement la matière organique, elle provenait principalement d'une surproduction d'algues en période estivale. On a vu aussi qu'on avait une forte connectivité lac-bassin versant, du fait d'avoir retrouvé des quantités de matière organique importantes au niveau des tributaires. Également ici, alors je ne vous l'ai pas présenté, mais on a retrouvé des marqueurs fécaux en plus grande quantité. On a également une dominance de cyanobactéries en zone littorale, ce qui pourrait laisser suggérer qu'on a vraiment un excès de nutriments au niveau de ce lac, parce que ce sont des espèces qui vraiment se développent, qui sont très compétitrices quand on a un excès de nutriments. Et une variation spatiale des communautés qui est vraiment liée aux paramètres de la matière organique, mais aussi aux conditions hypoxiques de ce lac. Donc, si vous voulez plus de détails sur ce travail-là, on a récemment publié ces travaux dans la revue Science. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a observé, donc, comme je vous l'ai dit, des communautés anaérobies dans la zone la plus profonde du lac. Et en gros, on avait à peu près 50% de nos séquences qu'on pouvait affilier à des espèces dites anaérobies. Et dans ces communautés-là, on avait à peu près 10% de communautés méthanogènes. Donc, ça laissait penser qu'on avait une production de méthane ici dans la partie la plus profonde du lac. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez connu, donc lac, production de méthane. On estime à peu près qu'il y a entre 6 et 16% des émissions atmosphériques qui sont liées aux écosystèmes lacustres. Alors, c'est important, bien sûr, d'étudier le méthane, parce qu'on sait que c'est le deuxième gaz à effet de serre, que son potentiel de réchauffement il est 72 fois plus important que le CO2, et qu'il est en constante augmentation depuis l'époque industrielle. Alors, il y a déjà des travaux qui ont montré que quand on a une hypoxie dans un lac, on va avoir une augmentation directe du méthane. En fait, on a un shift du métabolisme microbien, où on va faire plus de la respiration, mais de la décomposition, de la fermentation. Donc, dans un deuxième travail, on a voulu cette fois-ci plus s'intéresser au méthane, et on a caractérisé la variation spatiale de la production potentielle et de la concentration en méthane au niveau de ce lac.
On a également regardé les communautés méthanogènes. Alors, je ne vous parle pas du potentiel génétique, ce n'est pas des résultats que j'ai présentés ici, mais on s'est vraiment intéressé cette fois-ci juste aux espèces qui étaient capables de faire de la méthanogénèse. Avec une hypothèse, c'est que finalement, en zone profonde, on doit s'attendre à avoir normalement plus de méthanogènes avec une concentration, une production plus importante au niveau du méthane qu'en zone littorale. Donc pour ça, on a réalisé une deuxième campagne en 2017, où cette fois-ci, on a limité un peu, on a réduit notre échantillonnage, et on a regardé 5 prélèvements en zone peu profonde, 5 prélèvements en zone profonde, donc pour quadriller correctement le lac, hein, donc des points au sud, au nord et sur les deux côtés du lac, avec aussi le point le plus profond. Et cette fois-ci, on a regardé aussi sur les 10 premiers centimètres. Alors pourquoi les 10 premiers centimètres? Parce qu'on a considéré que c'était là où l'activité biologique était la plus importante, et notamment la production de méthane. Sur chaque strate, on a regardé donc la concentration méthane, la production potentielle de méthane. Donc on n'a pas fait de mesure in situ, on a regardé vraiment des productions en laboratoire. Donc en gros, on a récupéré le sédiment que l'on a mis dans des microcosmes et on a mis dans des conditions vraiment optimales pour faire de la méthanogénèse. Et comme ça nous donne une production potentielle. Et puis, on a regardé également, donc on a fait l'extraction d'ADN, on a regardé des communautés microbiennes. Donc, très rapidement, sur les résultats de production et concentration méthane, ce qu'on a observé, c'est que finalement, entre nos zones littorales, donc, qui sont en bleu clair, et nos zones profondes en bleu foncé, on n'avait pas vraiment de différence significative entre la concentration et la production, et que nos zones littorales, en fait, elles avaient pratiquement la même production, même des fois à certains points plus importante qu'en zone profonde. Ce qu'on a observé, donc, c'est que c'était beaucoup plus site dépendant, et par exemple, ici, au niveau des tributaires, eh ben, on avait une production potentielle de méthane et une concentration de méthane qui était très, très faible. Quand on a regardé l'ADN, alors là, je vous ai montré un peu, donc en fait, on a récupéré énormément de séquences d'ADN, et on a voulu s'intéresser vraiment qu'aux méthanogènes, enfin, en tout cas, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui ici. Et sur ce gros pool de séquences, environ 4 millions de séquences, on a récupéré 6% de séquences qui étaient affiliées à des espèces de méthanogènes connues dans la littérature. Et on a voulu utiliser une approche dite de réseau de co-occurrence pour voir un peu comment étaient structurées ces espèces méthanogènes au sein de notre lac. Donc ici, donc au total, on a pu identifier comme ça 41 OTU méthanogènes. Et ici, vous avez le réseau de concurrence. Donc, en gros, c'est un réseau qui montre comment ces espèces covarient au niveau de notre lac, donc au niveau horizontal, mais aussi au niveau vertical. On a pu détecter, donc ces espèces, elles ont été filées à une dizaine de genres différents de méthanogènes, pardon. Et on a observé, donc, pas de relations négatives, que des relations positives, et puis des clusters, comme ça, d'espèces qui étaient fortement connectées les unes avec les autres. Alors, ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est qu'après, on peut utiliser plusieurs méthodes, et notamment une méthode de Langfelder et Horvath en 2008, qui permet comme ça de détecter des modules, alors ils appellent ça des modules, mais des groupes d'espèces fortement connectées entre elles. Et ça pourrait s'apparenter un peu à de la niche écologique. Et dans notre cas, on a pu détecter comme ça 5 groupes de méthanogènes fortement connectés entre elles. Et quand on regarde un peu la spatialisation de ces modules, la représentation au niveau de l'espace, eh ben, on voit qu'on a une forte hétérogénéité, avec ici par exemple le module M1, M2 qui est beaucoup plus représenté au niveau des tributaires, le module M5 ici en bleu foncé qui est beaucoup plus représenté dans les zones profondes, à l'inverse le module M3 qui est beaucoup plus représenté dans les parties littorales du lac. Alors, l'autre chose intéressante avec cette détection de modules, c'est qu'on peut relier directement ces modules avec des paramètres physico-chimiques ou fonctionnels. Et ce qu'on a pu observer, c'est que nous, nos modules, par exemple, ici, le module M1, M2 qui se retrouve au niveau des tributaires, il est fortement corrélé, significativement corrélé, pardon, à la quantité de matière organique. Le module M3 et M5, qui étaient les plus gros clusters d'espèces, ils étaient significativement corrélés au potentiel de méthanogénèse. Alors, je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui, mais ils étaient significativement corrélés avec. Et puis enfin, le petit module ici, là, qui est représenté seulement 3 espèces, et qui a été retrouvé exclusivement dans la partie la plus profonde, lui, il a été significativement corrélé à la production potentielle de méthane. Donc, de cette façon-là, on peut voir qu'on a une forte hétérogénéité de nos communautés au niveau du lac qui vont réagir
différemment aux paramètres que l'on a mesurés. Donc, en conclusion, ces travaux, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent d'abord qu'on va avoir une hétérogénéité spatiale des concentrations et de la production potentielle de méthane. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'attendait à avoir beaucoup plus de concentration de méthanogène et de production potentielle dans la zone profonde, mais finalement, nos zones littorales, ce qu'ils montrent, c'est qu'elles contribuent autant que les points profonds au niveau de ce lac. Et que cette hétérogénéité ici, elle est vraiment liée à la nature et à la qualité de la matière organique, ainsi qu'à la présence de communautés méthanogènes spécifiques au niveau de ce lac. Alors bien sûr, c'est des premières observations. Pour confirmer ça, il faudrait faire des mesures, surtout in situ des émissions de méthane, puisqu'ici on était sur la production potentielle. Donc ça serait vraiment intéressant de regarder maintenant sur le terrain comment le méthane est produit, surtout au niveau des zones littorales. Et puis, améliorer nos approches métagénomiques. On était vraiment sur la diversité. Ce qui serait intéressant, c'est plutôt rentrer sur la diversité fonctionnelle. Donc, avec aussi, pourquoi pas, faire de la métatranscriptomique ou d'autres outils. Merci. Donc voilà, je terminerai ma présentation en remerciant les membres du pôle écosystème ACUS qui ont permis le financement de ce projet-là. Le cartel, donc David Etienne et Emilioté, avec qui j'ai travaillé donc pendant mon postdoc. Le laboratoire Chrono-Environnement, donc Hélène Maslow, Valentin Esser, Laurent Millet et Valérie Verneau pour leur travail aussi dans ce projet, et notamment l'échantillonnage sur le site. Et puis, bien sûr, les organisateurs de la rencontre francophone pour leur invitation. Je profiterai également sur une dernière diapo pour faire un peu de pub me concernant, parce que je ne suis plus du tout dans le circuit, on va dire, de postdoc. Et j'ai récemment monté donc, mon bureau d'études et je propose des analyses en bioinformatique et statistique appliquées à l'écologie des communautés. Donc ça peut aller du conseil à la réalisation des analyses, de l'interprétation, de la valorisation. Je propose également de l'enseignement et de la formation. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez des besoins, vous pouvez me contacter par mail ou directement. J'ai un site internet, donc vincent-tardy.com, et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention.